Donc, bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des anomalies de l'hémostase, la thrombopénie, du diagnostic clinique, orientation diagnostique et éléments de gravité. Alors la thrombopénie est classiquement définie par une numération plaquettaire inférieure à 150 Giga par litre. Toutefois, il est possible d'observer chez certaines populations un taux de plaquettes entre 100 et 150 Giga par litre de manière physiologique, notamment chez les femmes enceintes, les populations orientales et africaines. Ainsi, certains groupes d'experts retiennent le seuil de 100 Giga par litre. L'évolution du taux de plaquettes, diminution de 30 à 50% du taux notamment, permet également d'alerter le clinicien sur l'éventuelle apparition d'une thrombopénie. Alors il faut éliminer éventuellement les fausses thrombopénies qui sont liées soit à une agrégation plaquettaire en présence de DTA sur les tubes DTA ou un pseudo-satellitisme des plaquettes avec les leucocytes en présence de DTA. Donc si on a un doute, il faut déjà regarder le frottis sanguin et puis faire un contrôle sur tube citraté si la thrombopénie est isolée et asymptomatique. Alors devant toute thrombopénie, il faut éliminer des signes de gravité et d'abord un purpura extensif en présence d'hyperthermie. Donc un purpura hyperthermique, c'est un purpura fulminant jusqu'à preuve du contraire. Donc un purpura nécrotique extensif est le plus souvent associé à des signes de sepsis, et si vous avez ça et que vous avez le moindre doute, il faut traiter en urgence par des antibiotiques, des C3G, de la ceftriaxone ou du céfotaxime devant la suspicion de purpura fulminans. Les autres signes de gravité à rechercher, c'est le syndrome hémorragique, qu'on voit le plus souvent quand les plaquettes sont inférieures à 20 Giga par litre, notamment la présence de bulles hémorragiques buccales, comme on voit sur la photo, et éventuellement des hémorragies viscérales, rétiniennes ou digestives ou cérébro-méningées, avec la recherche notamment de signes neurologiques et d'hypertension intracrânienne. Donc il faut faire un examen neurologique, et puis au moindre doute, si vous avez un signe de localisation, demandez un scanner cérébral à la recherche d'une hémorragie. Pour les hémorragies rétiniennes, elles peuvent être diagnostiquées au fond d'œil. Alors il faut savoir distinguer le purpura vasculaire du purpura thrombopénique. Un purpura vasculaire, il a un caractère infiltré, il est à prédominance déclive, il n'y a pas d'atteinte muqueuse, il y a souvent un polymorphisme lésionnel. Un purpura thrombopénique, il va être plutôt maculeux, il n'y a pas de prédominance déclive, et il peut y avoir des atteintes muqueuses et plus ou moins des ecchymoses associées. Alors faites attention, il y a certains diagnostics qui associent une thrombopénie et pas des signes hémorragiques mais plutôt des signes thrombotiques. C'est ce qu'on peut avoir notamment si vous avez une coagulation intravasculaire disséminée où là vous pouvez avoir à la fois des hémorragies et des thromboses. Dans la thrombopénie immunoallergique à l'héparine, c'est des malades qui ne saignent pas mais qui thrombosent. Dans la microangiopathie thrombotique aussi, vous avez un cours spécifique là-dessus. Et puis, dans le syndrome des antiphospholipides, c'est aussi des malades qui sont thrombopéniques mais qui vont développer des thromboses. Alors, devant un syndrome hémorragique, il faut faire un bilan d'hémostase. Il faut demander les TP de TCA fibrinogène au minimum, éventuellement des dédimères. Et donc la voie de la coagulation, vous avez deux voies qui sont un petit peu artificielles mais qui vous permettent de comprendre et de distinguer les facteurs qui sont communs à la voie extrinsèque et à la voie intrinsèque. Il y a des facteurs comme le facteur 7 qui va être uniquement dans la voie extrinsèque. Vous avez des facteurs comme le facteur 8, le facteur 11, le facteur 12 ou le facteur 9 qui sont propres à la voie intrinsèque de la coagulation. Puis vous avez des facteurs communs qui sont le facteur 10, le facteur 5, qui va permettre, dont l'activation du complexe prothrombinase qui associe le facteur 10 et le facteur 5, va permettre la transformation de la prothrombine en thrombine, qui est le facteur 2 activé, et donc la formation du fibrinogène en fibrine. Alors, vous pouvez, avec le bilan des hémostases, diagnostiquer éventuellement une insuffisance hépatocellulaire qui va vous entraîner notamment une baisse du TP, une baisse du facteur 5 qui est importante, un allongement du TCA, une baisse du fibrinogène et une thrombopénie, notamment si vous avez un hypersplénisme. Donc, quelle que soit, donc l'insuffisance hépatocellulaire va entraîner une coagulopathie dont les signes dépendent de la gravité de l'atteinte hépatique, quelle qu'en soit l'origine, et qui résulte donc d'un déficit de synthèse des protéines de la coagulation.
dans la coagulation intravasculaire disséminée, c'est parfois très difficile à distinguer de l'insuffisance hépatocellulaire parce que vous avez aussi une baisse du TP, un allongement du TCA, une baisse du fibrinogène et une thrombopénie, et ça va associer des hémorragies, des thromboses. Vous avez un cours spécifique là-dessus. Et puis, la fibrinolyse primitive, c'est un diagnostic différentiel d'une coagulation intravasculaire disséminée. Elle est facilement éliminée dans la plupart des cas. Elle est exceptionnelle, elle est due à la libération massive d'activateurs du plasminogène que vous pouvez avoir notamment lors de certaines chirurgies hépatiques ou de cancer, et elle peut être associée à une hémorragie grave avec un saignement en nappe. Et là, vous avez souvent une hypofibrinogénémie qui est sévère, inférieure à 1 gramme par litre. Votre anémie, elle est normale, vous n'avez pas de thrombopénie. Les dédimères sont élevés, mais vous avez aussi des dédimères élevés dans la CIVD. Et surtout, vous avez un temps de lyse des euglobulines, si vous avez un doute qui est court et qui est inférieur à 30 minutes. Et encore une fois, c'est une pathologie qui est extrêmement rare. Donc le bilan de première intention devant une thrombopénie, c'est faire un bilan d'hémostase avec rechercher une coagulation intravasculaire disséminée, donc faire TP, TCA, fibrinogène et dédimère, et puis rechercher une microangiopathie thrombotique, donc voir si vous avez une anémie hémolytique. Si vous avez une anémie, recherchez des stigmates d'hémolyse avec le dosage de l'aptoglobine, des LDH, de la bilirubine libre qui va être augmentée, et puis des schizocytes qui sont des globules rouges fragmentés qu'on voit au frottis sanguin. Alors les mécanismes de thrombopénie vont être divisés en thrombopénie périphérique et centrale, et le myélogramme peut éventuellement vous aider si vous n'avez pas de diagnostic d'une thrombopénie périphérique évidente. Donc, dans les thrombopénies périphériques, vous avez les thrombopénies de consommation. Donc c'est une consommation des plaquettes, comme dans la coagulation intravasculaire disséminée, dans la microangiopathie thrombotique ou le paludisme. Vous pouvez avoir une séquestration splénique, donc dans l'hypersplénisme au cours de la grossesse, ou vous pouvez avoir une destruction périphérique des plaquettes, soit auto-immune, dans le purpura thrombopénique immunologique, qu'on appelle le PTI, à ne pas confondre avec le PTT qui est une forme de microangiopathie thrombotique, dans les formes alloimmunes, par exemple dans les transfusions, ou dans la thrombopénie immunoallergique à l'héparine. Puis vous avez les causes centrales, soit parce que vous n'avez pas de production de mégacaryocytes, comme dans certaines atteintes toxiques, virales ou alcooliques, soit parce que vous avez des anomalies qualitatives dans les myélodysplasies ou dans les carences vitaminiques en folate ou vitamine B12. Vous pouvez avoir aussi un envahissement médulaire par des leucémies, des blastes dans les leucémies ou dans les lymphomes ou des métastases médulaires de cancer solide qui vont vous entraîner une thrombopénie d'origine centrale. Et parfois vous avez des maladies comme l'aplasie médulaire ou la myélofibrose qui vous donnent des moelles pauvres et qui entraînent donc une thrombopénie. Et vous pouvez avoir évidemment dans toutes les causes centrales des atteintes des autres lignées associées. Et puis enfin, en fonction du contexte clinique, vous pouvez demander d'autres examens. Si vous suspectez une thrombopénie immunoallergique à l'héparine, donc si malade est thrombopénique, il a reçu de l'héparine et qui thrombose, vous pouvez demander des anticorps anti-PF4 ou un test fonctionnel d'agrégation plaquettaire. Vous pouvez rechercher un syndrome des antiphospholipides avec la recherche d'anticorps antiphospholipides. Et puis dans le cadre du purpura post-transfusionnel, vous pouvez demander éventuellement, c'est plus rare, les anticorps anti-HPA-1A. Donc, en conclusion, il faut éliminer les fausses thrombopénies en cas de doute sur un tube citraté. La démarche étiologique, à la fois clinique et biologique, elle est indispensable avant la transfusion plaquettaire afin d'éliminer les contre-indications. La microangiopathie thrombotique, par exemple, est une contre-indication à la transfusion plaquettaire puisque vous allez aggraver les microthrombines. Il faut évaluer, l'évaluation clinique doit évaluer la gravité du syndrome hémorragique, mais doit aussi rechercher des thromboses. Et enfin, la CIVD et les microangiopathie thrombotiques sont deux entités graves et qui nécessitent un diagnostic précoce et un traitement urgent. Je vous remercie de votre attention.